Oui. Super. Alors, sans plus tarder, on lance ça. Merci. Merci d'être présent à notre webinaire Perspective, donc qui fait partie d'une série de webinaires qu'on a fait jusqu'à présent dans les 2 dernières années, qui se vaut vraiment un endroit où on y va avec des conseils pratiques pour les professionnels de la résilience. Et puis, aujourd'hui, ça nous fait plaisir de vous présenter un webinaire sur les 5 piliers de la résilience. On va parler d'organisation, de leadership, des équipes, des carrières et des individus. Et oui, effectivement, le webinaire va être enregistré. Vous aurez accès à l'enregistrement ainsi qu'à la présentation qui sera disponible sur notre site Internet dans les prochains jours. Puis on va vous envoyer un courriel avec toute l'information et le lien de notre site Internet. Donc, avant de se lancer, Premier Continuum, dans le fond, on existe depuis 30 ans. Vous voyez tous nos petits points, on est partout dans le monde. On travaille principalement en continuité des activités, résilience opérationnelle, mesures d'urgence, gestion de crise, relais informatique et gestion des risques. Et on est très fiers de présenter 3 solutions complémentaires. On offre les formations du Business Continuity Institute et d'ICOR. On a également des services conseils et on a notre logiciel Parasolutions qui permet d'automatiser tous ces éléments-là pour vraiment assurer une résilience organisationnelle top et à la fine pointe de la technologie. Donc, sans plus tarder, je me lance dans ce webinaire que j'espère qu'il sera inspirant pour vous. Donc, la résilience, évidemment, c'est un concept riche qui change quand même un peu de sens selon l'angle par lequel on l'aborde. Donc, en psychologie, elle renvoie à la capacité de bien se développer malgré des adversités majeures. En anthropologie, elle met l'accent sur le relationnel, sur l'ancrage dans les cultures. En management, on parle surtout de la capacité à absorber les chocs tout en maintenant le fonctionnement et la performance. Puis en gestion du territoire, la résilience est vue comme un processus profondément social et politique influencé par les choix collectifs et les rapports de pouvoir. Évidemment, ce qui relie toutes ces approches-là, c'est une idée clé, c'est que la résilience ne se décrète pas, elle se construit dans le temps, dans les systèmes et dans les relations. On remarque aussi qu'il y a une évolution dans les mentalités, dans le monde de la continuité, où est-ce que la résilience devient de plus en plus un centre de profit et non pas juste une discipline distincte au sein même des organisations. Puis vous pourrez lire là, plus tard les éléments qu'on a mis sur cette diapositive-là. Quand on a créé la réflexion là, autour de ce webinaire-là, en fait, je l'ai fait avec Alice Calderman, qui est une femme super inspirante, qui a un parcours incroyable en continuité, puis il y a plein de distinctions internationales, puis qui enseigne pour Premier Continuum les bonnes pratiques du Business Continuity Institute. Donc, on s'est inspiré ensemble à travers nos réflexions, puis à travers surtout son expérience à elle, pour réfléchir en fait sur les 5 comme grands piliers de la résilience, mais évidemment avec notre lentille là, de professionnels de la continuité des activités. Puis dans le fond, on l'enligne avec 5 angles pratiques. Donc, on va commencer par les organisations, parce que la résilience doit être conçue et non improvisée. Ensuite, on va parler des leaders et des gestionnaires qui façonnent les priorités, la culture et la prise de décision sous pression. Et troisièmement, il y a les équipes où la résilience se vit au quotidien à travers la coordination, la confiance et la capacité d'adaptation. Il y a ensuite le parcours professionnel. Ça, c'est un élément souvent qu'on oublie, là, qui est moins dans nos lunettes. Là. Mais c'est le parcours professionnel, évidemment, qui reflète la résilience à long terme à travers les rôles et les différentes transitions qu'une personne peut avoir dans sa carrière. Puis enfin, bien, les individus qui sont pertinents, évidemment, avec leurs compétences, leur santé, on va en parler un peu, et leur capacité personnelle à s'adapter. Donc, l'idée clé est simple. La résilience, ce n'est pas une capacité unique. C'est un système à plusieurs couches. Et évidemment, la continuité des activités nous offre la lentille pour relier ces couches de façon très concrète et opérationnelle. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais si vous avez des questions, je vous invite à vous écrire dans le chat. Ça va être monitoré par l'équipe de Premier Continuum. Puis il va y avoir une petite portion potentiellement à la fin parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu qu'on souhaitait délivrer aujourd'hui. Mais on pourra répondre à des questions aussi, prendre ça à part ou vous envoyer des courriels ou faire une autre rencontre subséquente. Mais n'hésitez pas à écrire dans le chat ou également. Donc, on se lance.
Évidemment, comprendre là, les 5 paliers, c'est juste comme la moitié du chemin, parce qu'on pense que la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qui permet de renforcer la résilience de manière concrète et durable dans un monde totalement imprévisible comme on vit de plus en plus. Donc, en s'appuyant sur le cadre des 5 niveaux, on croit qu'il existe 4 leviers fondamentaux qui renforcent la résilience à tous les niveaux, de la planification stratégique à l'exécution au quotidien. Donc, d'abord, il y a la formation, parce que la résilience ne se produit pas par hasard. Une formation ciblée en continuité des activités, par exemple, permet de bâtir une compréhension commune, de clarifier les rôles et de renforcer la confiance dans l'action. Elle transforme les cadres théoriques en compétences concrètes, mobilisables lorsque cela compte vraiment. Ensuite, il y a la certification. Euh, c'est celle qui apporte de la rigueur et de la cohérence. En alignant les équipes et les organisations sur des standards reconnus, évidemment comme ceux du Business Continuity Institute et de la norme ISO 22301, la certification garantit que les bonnes pratiques de résilience soient crédibles, mesurables et pertinentes à l'échelle internationale. Troisièmement, il y a l'expérience. La résilience se renforce par l'exposition à des situations réelles, des exercices, des simulations, des mises en situation et des moments de réflexion. L'expérience permet aux équipes et aux leaders de passer d'une compréhension théorique à un jugement situationnel, à une meilleure capacité d'adaptation et à une prise de décision plus efficace. Puis enfin, il y a la communauté, les réseaux, l'apprentissage, comme on fait aujourd'hui, l'apprentissage entre pairs, les pratiques partagées qui permettent aux professionnels d'apprendre les uns des autres, de s'adapter aux changements et d'élever collectivement le niveau de résilience, évidemment, tout secteur confondu. La résilience n'est pas une démarche isolée. Elle se démultiplie lorsqu'on apprend, échange et évolue ensemble. Et donc, ces 4 éléments-là, la formation, la certification, l'expérience et la communauté, ne sont pas des ajouts là, périphériques, c'est vraiment des leviers concrets qui permettent aux organisations et aux équipes de bâtir une réelle résilience. Puis dans les prochaines sections, on va voir comment ces éléments s'intègrent à chacun des 5 niveaux présentés et comment vous pouvez les appliquer dans votre propre parcours en continuité des activités et en résilience. Donc, la résilience opérationnelle, organisationnelle, excusez-moi. Donc, pour nous, la résilience organisationnelle, c'est pas seulement rebondir, c'est la capacité d'anticiper, d'absorber les chocs, de s'adapter en continu et de continuer à créer de la valeur, même lorsque les conditions se dégradent rapidement. Puis quand on parle de résilience organisationnelle, il y a une image simple qui est comme vraiment plus utilisée dans le monde anglophone, mais qu'on va traduire aujourd'hui, puis qu'on a bien pensé là, quand on a créé ce webinaire-là avec Alice, là, qui est évidemment anglophone, hein, c'est le tabouret à 3 pieds, là, le three-legged stool. Dans le fond, un tabouret à 3 pieds est intrinsèquement stable, mais juste si ces 3 pieds sont solides. Parce qu'on en retire un, on suppose que l'un peut compenser les autres, puis bon, tout s'effondre. On a pensé la résilience organisationnelle un peu avec cet élément-là. Elle n'appartient pas à une seule équipe, à un seul cadre de référence ou à une seule discipline, toujours avec notre lunette là, de continuité. Là. Elle repose sur 3 piliers essentiels selon nous. Donc, le premier pilier, c'est la continuité des activités. C'est là que définit ce qui compte réellement, comment on priorise, puis comment l'organisation continue d'opérer et de se rétablir lorsqu'une perturbation survient. Pardon, le deuxième pilier, c'est les TI, les systèmes, les infrastructures, les données et leur disponibilité. Sans des technologies fiables ou rapidement remises en fonction, la réponse devient évidemment plus lente, plus fragmentée. Puis le troisième pilier, c'est la sécurité de l'information. Il s'agit de protection, de la détection, le confinement pour que les menaces ne compromettent pas la capacité de l'organisation à fonctionner en tout ou en partie. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la résilience ne découle pas de l'excellence dans un seul de ces domaines. La véritable résilience organisationnelle émerge lorsque ces 3 piliers sont alignés, entraînés et travaillent ensemble. C'est sur cette base que se construisent toutes les autres couches de la résilience. Et c'est là qu'on va continuer à réfléchir aujourd'hui. Quand on parle de résilience organisationnelle, les normes arrivent vite dans la discussion, puis souvent on peut penser qu'elles sont mal comprises. On les voit encore trop comme des contraintes ou comme des exercices purs de conformité, alors que les normes sont quand même des cadres vivants. Elles offrent une structure, un langage commun, des repères clairs, tout en laissant aux organisations la liberté de s'adapter, de les adapter en fait à leur contexte. Dans le domaine de la résilience, les normes ISO, là, comme la 22301 puis les autres, fournissent une base solide et reconnue à l'échelle internationale. Mais
la résilience ne se construit pas uniquement sur ça, sur cette certification-là aux normes. Puis c'est là que c'est le fun parce qu'il y a les guides des bonnes pratiques, par exemple, du Business Continuity Institute qui arrivent et qui peut jouer un rôle clé parce que ce guide-là traduit l'expérience réelle des professionnels en pratique opérationnelle applicable sur le terrain. Puis sa force notamment, c'est de reconnaître que la résilience évolue. Donc, les normes ne créent pas la résilience. C'est les personnes, les pratiques, les décisions éclairées qui la rendent réelle. Donc là, on a parlé de structure et de cadre, mais maintenant, on aimerait ça prendre un pas de recul pour voir à quoi ressemble la résilience au niveau des capacités. On a trouvé une recherche de Stéphanie Doucek, j'espère que je le dis comme il faut, qui montre que la résilience organisationnelle, ce n'est pas un trait unique, mais plutôt un ensemble de capacités interconnectées qui se déploient dans le temps. On les retrouve avant, pendant et après une perturbation. Donc, avant la crise, évidemment, la résilience commence par l'anticipation. On détecte les signaux faibles, on comprend les risques. Puis après ça, il y a une préparation qui transforme toute cette compréhension-là en plan, en ressources, en entraînement. Puis pendant la perturbation, évidemment, la résilience devient très opérationnelle. On maintient les activités prioritaires, on coordonne les décisions, on agit sous pression. Puis après la crise, bien, la résilience se joue dans l'adaptation. On ajuste les pratiques et les plans puis avec ce qui s'est réellement passé, pas seulement ce qui était prévu. Puis évidemment, l'apprentissage, c'est transversal. C'est ce qui permet de transformer l'expérience en amélioration durable. Donc, l'idée est simple. Toutes ces capacités-là ne fonctionnent pas de façon isolée. Elles se renforcent entre elles. Elles s'expriment à travers plusieurs couches de l'organisation. La résilience, ce n'est pas un état figé. C'est une capacité dynamique à développer et à exercer dans le temps. Donc, pour conclure sur la première couche de la résilience organisationnelle, la question du coût revient souvent, notamment dans la bouche de nos hauts dirigeants. Donc, quelle est la valeur d'affaires de la continuité et de la résilience? Pendant longtemps, évidemment, la résilience a été perçue comme un coût nécessaire pour réduire les risques, assurer la conformité ou gérer les crises, mais quand même un coût. Donc, ce que montrent ces données, qui vient d'un rapport récent de BCI, d'ailleurs, toutes les images, là, je ne les ai pas traduites, là, ça vient directement des rapports de BCI notamment, là, mais c'est comme ça. Donc, voici. Donc, ce qu'on voit là, dans la diapositive, c'est que la vision évolue. Bien sûr, l'évitement des coûts demeure un bénéfice immédiat. Il y a moins d'interruptions, il y a des reprises plus rapides, il y a une meilleure coordination, puis ça donne un impact financier direct. Mais la vraie transformation qu'on voit là, depuis quelques années, ça se situe ailleurs. Donc, de plus en plus d'organisations soulignent l'amélioration de la prise de décision comme une valeur clé de la résilience, grâce à une meilleure compréhension des processus et des interdépendances. C'est là que la résilience devient stratégique. Donc, on reconnaît aussi son rôle dans la protection et même le renforcement de la réputation, de la confiance et de la crédibilité des organisations. Et surtout, il y a plus de 70% des organisations qui ont été sondées qui voient maintenant la résilience comme un avantage concurrentiel. Donc, la résilience n'est plus seulement une question de survie pour les organisations, c'est une capacité qui permet de mieux performer dans un monde où des perturbations sont attendues. Donc, le message est clair, la résilience organisationnelle, ce n'est pas une fonction de soutien, mais une capacité fondatrice qui devrait être au cœur de la stratégie et de la création de valeur de chaque organisation. Si la résilience organisationnelle pose le cadre et les fondations, elle ne prend réellement vie qu'à travers ceux et celles qui incarnent ces choix au quotidien. C'est là qui nous amène naturellement le deuxième point, donc le leadership, les dirigeants, car un leader résilient est le fondement, évidemment, d'une équipe résiliente. Ici, on voit des données du Continuity and Resilience Report 2025 de BCI qui mettent en lumière un changement très important dans la façon dont la résilience est comprise au niveau du leadership. Ce que les organisations anticipent comme principal changement au cours des 5 prochaines années, ce n'est pas davantage de documentation, mais la capacité à développer des capacités de réponse flexibles. Autrement dit, la résilience s'éloigne d'une approche centrée sur la conformité pour évaluer vers une véritable préparation opérationnelle. Donc, les données confirment cette évolution. La planification tout risque arrive en tête, ce qui montre que les dirigeants se concentrent davantage sur l'adaptabilité que sur des plans spécifiques à des scénarios précis. Tout aussi important, il y a plus de 80% des répondants qui soulignent que l'attention de la haute direction et la collaboration inter-équipe sont des facteurs déterminants.
Ça positionne clairement le leadership comme un moteur actif de la résilience et non évidemment comme un simple commanditaire distant, hein, ce qu'on n'aime vraiment pas avoir. Donc, le soutien du conseil d'administration, les revues post-incident renforcent également l'idée que la résilience devient un enjeu de gouvernance et d'apprentissage et non seulement un enjeu opérationnel. Et pris ensemble, ces éléments nous indiquent quelque chose d'essentiel. La résilience du leadership ne consiste pas à avoir toutes les réponses à l'avance, mais plutôt à créer des conditions de prise de décision coordonnées, éclairées, flexibles pour s'adapter à la perturbation. C'est précisément à cet endroit que les pratiques de continuité des activités rencontrent le comportement des dirigeants. Mais quand on parle de résilience du leadership, évidemment, c'est tentant de l'associer à un rôle, à un titre ou à une position, à une petite boîte dans les très grands organigrammes qu'on a dans certaines organisations. Mais dans la pratique, la résilience du leadership fonctionne tout autrement. Elle n'est pas centralisée, elle devrait être plutôt distribuée. Elle s'exprime à travers les systèmes, les équipes, les individus et elle devient particulièrement visible lorsque l'organisation est sous pression. On va commencer avec la gouvernance et les comités. Fait que la gouvernance, ce n'est pas une question de bureaucratie, mais plutôt de clarté. Les comités sont essentiels parce qu'ils créent de l'alignement, de la visibilité et une responsabilité partagée. En continuité des activités et en résilience, ils permettent de s'assurer que les risques sont compris de façon transversale et que les décisions sont coordonnées, que les priorités sont établies avant qu'une perturbation ne survienne et non en pleine crise. Cela dit, la gouvernance seule ne suffit jamais. La résilience prend réellement forme à travers le travail d'équipe et la collaboration. Les perturbations ne respectent pas les silos organisationnels. On le sait, ça. Elles traversent les départements, les technologies, les responsabilités. Les équipes habituées à travailler ensemble, à partager l'information, à signaler rapidement les enjeux et à décider collectivement sont beaucoup plus efficaces lorsque le temps et l'information sont limités. Et c'est ici que la formation et le développement de carrière jouent un rôle clé. La formation ne transmet pas seulement des connaissances techniques, elle crée un langage commun, hein, ça c'est super important, des repères partagés et une confiance dans la prise de décision. Elle aide les personnes à comprendre non seulement quoi faire, mais comment réfléchir lorsque les plans ne s'appliquent plus parfaitement. Le développement des capacités transforme la résilience d'une exigence documentaire en une compétence réellement vécue. La résilience du leadership repose aussi sur la planification de la relève. Les perturbations coïncident souvent avec des périodes de transition, hein, parce que c'est ça, la loi de Murphy, là, évidemment. Il y a des changements de rôle, des responsabilités ou de disponibilité des personnes clés, évidemment, quand il arrive quelque chose de gros. Les organisations qui planifient la continuité du leadership, le transfert des connaissances, la couverture des rôles sont beaucoup moins vulnérables au point de défaillance unique, là, les fameux single point of failure qu'on ne souhaite pas avoir dans nos organisations. Étroitement lié à ça, on retrouve la gestion et le développement des carrières. Les leaders résilients, évidemment, ne se forment pas du jour au lendemain, là. Ils se développent dans le temps par l'exposition, par l'apprentissage, par le feedback, par l'évolution professionnelle. Le développement des carrières renforce la résilience en formant des professionnels capables de s'adapter à différents contextes, de gérer l'ambiguïté, de grandir à travers les perturbations plutôt que d'en être fragilisés. Et tous ces éléments-là convergent dans la capacité d'adaptation au changement. On ne s'en sort pas, c'est au cœur même de notre métier. La véritable résilience du leadership se manifeste lorsque les conditions changent, que les hypothèses s'effondrent et que les nouvelles contraintes apparaissent. Les leaders résilients à tous les niveaux savent réévaluer la situation, prioriser et ajuster leur trajectoire sans perdre de vue l'essentiel. S'adapter ne signifie pas nécessairement réagir plus vite, mais répondre de manière plus intelligente. Et cela nous amène au message central de cette diapositive-là. Le leadership n'est pas une case dans un organigramme, c'est une responsabilité partagée. Il se manifeste dans les comportements, les décisions et les interactions. Il apparaît lorsque les personnes prennent des responsabilités, collaborent au-delà des silos et agissent avec intention dans des contextes d'incertitude. Dans les organisations résilientes, le leadership n'est pas réservé à quelques personnes au sommet, là. Il existe des structures de gouvernance dans les équipes et ultimement même chez les individus. C'est ce type de leadership que la continuité des activités cherche à développer, non seulement pour résister aux perturbations, mais pour les traverser avec brio. Maintenant, la résilience des équipes. La résilience du leadership, évidemment, devient vraiment visible au niveau des équipes.
C'est là que la stratégie rencontre la réalité, là où les plans sont mis en œuvre, les décisions coordonnées et la pression ressentie de façon la plus directe. Les équipes sont le tissu conjonctif de la résilience. Elles traduisent les orientations en action, absorbent les chocs en temps réel et s'adaptent collectivement lorsque les conditions changent. Puis en passant à cette prochaine couche, on va voir comment la résilience des équipes se construit, se vit et se maintient, non pas en vase clos, mais à travers la collaboration, la confiance et un sens partagé. Cette diapositive-là du rapport de Resilience Vision 2030 de BCI met en lumière un constat clé. Malgré une prise de décision croissante, beaucoup d'organisations peinent encore à transformer la résilience en action concrète. Ça, ce n'est pas par manque de stratégie. Sur papier, les approches de résilience sont souvent solides, mais le problème se situe plutôt dans l'exécution, dans la façon dont ces stratégies sont comprises, soutenues et intégrées au quotidien. Le principal obstacle identifié est clair, c'est le travail en silo. On en a parlé tantôt, mais on ne s'en sort pas. Là. Plus de 60% des répondants indiquent que le manque de collaboration entre les équipes est la première cause d'échec des initiatives. Mais les perturbations, ils ne respectent pas les frontières organisationnelles, là, comme on l'a dit tantôt, les silos. Là. Quand la collaboration n'est pas naturelle, la résilience se fragilise exactement quand elle est le plus nécessaire, en fait. T'sais. Donc, il y a aussi d'autres freins, les contraintes budgétaires, le manque de sensibilisation, le soutien insuffisant du leadership. Pris ensemble, ces éléments relèvent un enjeu central. La résilience manque souvent d'adhésion interne. Le message du rapport est donc très clair. Le défi, ce n'est pas tant la stratégie que les conditions culturelles et le leadership pour la faire vivre. C'est précisément pour cela qu'au niveau des équipes, ça doit être critique. Les équipes sont l'endroit où les silos disparaissent ou persistent. C'est là que la résilience devient réelle ou reste théorique. Renforcer la résilience des équipes, ce n'est pas un extra, c'est un lien essentiel entre l'intention stratégique et la réalité opérationnelle. Mais maintenant, quand on a dit ça, comment qu'on fait ça? La résilience des équipes, ce n'est pas une question d'héroïsme en situation de crise. Ça repose sur les équipes qui ont déjà construit avant que la perturbation survienne. On en a parlé tantôt, mais c'est super important. Le premier élément, c'est la conscience partagée et la clarté des rôles. Les équipes résilientes comprennent comment leur travail s'articule avec celui des autres. Les personnes connaissent non seulement leurs propres responsabilités, mais aussi leurs dépendances et celles qui dépendent d'elles. En situation de perturbation, cette conscience-là partagée évite la confusion, les doublons et les angles morts. Le deuxième élément, c'est l'engagement actif dans la planification de continuité. Les plans élaborés en vase clos survivent rarement au premier contact avec la réalité. Lorsque les équipes participent activement à la construction des plans, par contre, ceux-ci deviennent plus concrets, réalistes, utilisables. Et surtout, les personnes se les approprient, elles s'y reconnaissent. Cela nous amène directement au troisième point, c'est-à-dire la pratique. Adopter la continuité des activités, ce n'est pas seulement produire de la documentation. Les équipes doivent savoir quoi faire et avoir pratiqué comment le faire. Les exercices, les simulations, les mises en situation développent ce qu'on appelle une mémoire musculaire, les fameux réflexes, la capacité d'agir sous pression sans attendre une information parfaite. La redondance des canaux de communication ou la prise de décision sont également des éléments clés de la résilience des équipes. Des exemples simples qui font une grande différence, disposer des numéros de téléphone directs, savoir où physiquement ou virtuellement se retrouver en gang au besoin, être capable de continuer à se coordonner même avec des systèmes non fonctionnels. Puis tout ça met en lumière une vérité très simple. La résilience des équipes ne s'écrit pas uniquement par des politiques ou par des cadres formels. Elle se construit par des habitudes, une compréhension partagée et une pratique répétée. Lorsque les équipes sont résilientes, elles deviennent le point de rencontre entre la stratégie et l'action. Elles absorbent les chocs, s'adaptent en temps réel et permettent à l'organisation de continuer d'avancer, même lorsque les conditions sont loin d'être idéales. C'est pourquoi renforcer la résilience des équipes, ce n'est pas un plus, c'est un des moyens les plus efficaces pour combler l'écart entre l'intention de la résilience et la réalité opérationnelle. La résilience ne s'arrête pas seulement aux équipes ni aux structures organisationnelles. Elle s'inscrit aussi dans le temps à travers les rôles, les transitions et les parcours professionnels. La résilience des carrières, c'est la capacité à s'adapter, à demeurer pertinent et à continuer à se développer malgré les perturbations. Puis, en abordant ce prochain pilier-là, on va voir comment la résilience façonne les carrières et comment, en retour, les parcours professionnels renforcent la résilience des équipes et des organisations.
Le Continuity and Resilience Report 2025 de BCI met en évidence une évolution claire du rôle des professionnels de la continuité des activités. Aujourd'hui, les gestionnaires en continuité, c'est plus seulement des planificateurs ou des responsables de cadres méthodologiques. Là. On s'attend d'eux, de nous, qu'on doit combiner une solide expérience technique avec des compétences en communication, en collaboration, en leadership, en agissant comme un pont entre les équipes techniques, les unités d'affaires et la haute direction. C'est quand même un gros mandat, mais bon, on est capable. À l'avenir, évidemment, cet ensemble-là de compétences va juste continuer à s'élargir. Le leadership stratégique, la gestion de risques, la résilience de la chaîne d'approvisionnement deviennent essentielles, tout comme la communication de crise, la cybersécurité, la prise de décision basée sur les données. Le message est très simple. La résilience des carrières dans ce domaine repose sur l'apprentissage continu, sur la capacité à travailler de manière transversale au-delà des frontières traditionnelles de la continuité des activités. Quand on parle de résilience des carrières, la première chose qu'on a à comprendre, selon nous, c'est qu'elle ne se construit pas par hasard. Elle se développe de manière intentionnelle dans le temps à travers des choix et des comportements cohérents. Un des fondements fondamentaux de la résilience de carrière, c'est l'état d'esprit d'apprentissage continu. Dans un domaine comme la continuité d'activité, où il n'y a pas nécessairement d'études universitaires, dans notre domaine, on apprend un peu sur le tas, puis en plus, on est dans un domaine où les risques évoluent, les technologies changent, les attentes se transforment. Rester immobile n'est pas une option. Là. Les professionnels résilients cherchent activement à élargir leurs connaissances, à faire évaluer leurs compétences au rythme de leur environnement. Puis étroitement lié à ça, on retrouve l'importance du réseautage au sein de la communauté de la continuité de la résilience. On retrouve au Québec, on est vraiment chanceux parce qu'on a notamment Réco Québec qui permet aux professionnels de se réunir plusieurs fois par année, parler des sujets d'actualité, pouvoir offrir des conférences, participer à des conférences, des tables rondes, des grandes discussions. Donc, on est vraiment chanceux. On pense aussi, on a le colloque des sécurités civiles du gouvernement du Québec où des fois, il y a certains sujets liés à la continuité puis à la résilience. Puis en plus, on a d'autres conférences américaines comme le Disaster Recovery Journal qui s'en vient dans 2 semaines ou le Continuity Insight aux États-Unis. Puis on a même l'opportunité de pouvoir aller à Londres à la conférence du Business Continuity Institute World. Là. Donc, on est quand même chanceux parce qu'on a plusieurs opportunités de justement de développer notre réseau puis de participer à une communauté qui est apprenante. Parce que la résilience des carrières aussi se renforce par les liens. L'échange avec les pairs, les experts, les experts, ça permet d'apprendre à partir d'expériences concrètes, de partager des perspectives, d'éviter de repartir tout à zéro, de recommencer puis de refaire la roue, là, comme on dit. Ces réseaux deviennent souvent des sources clés de repères, de soutien dans les périodes de perturbation, puis même aussi également dans les périodes de transition professionnelle. Un autre élément clé, c'est le maintien des compétences actuelles et pertinentes. C'est super important, ça. C'est important de se tenir au fait des pratiques émergentes, des normes, des attentes, mais aussi de comprendre où ces différentes compétences-là créent le plus de valeur. Les professionnels résilients évaluent régulièrement ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils doivent apprendre ensuite et comment leurs capacités s'alignent avec les besoins de leur organisation présente et celle future aussi. Donc, la technologie joue également un rôle de plus en plus important. Aujourd'hui, la résilience professionnelle inclut la capacité à tirer parti des technologies de façon pertinente. On parle notamment d'intelligence artificielle, puis c'est pas nécessairement juste c'est pas pour suivre les tendances, mais c'est pour accroître l'efficacité. Là, on va parler d'intelligence artificielle, mais il y a aussi la compréhension d'autres outils numériques, analytiques, de différentes solutions. Puis ça permet de revoir les programmes de résilience et d'améliorer la prise de décision. Rester connecté au domaine est tout aussi essentiel. Bon, les webinaires, les conférences, les recherches, les publications professionnelles, j'en ai montré quelques-unes. BCI en offre beaucoup. Il y a d'autres organismes aussi qui sortent des rapports super pertinents. C'est vraiment des leviers pour demeurer pertinent, informé, prêt pour l'avenir. Permettre d'anticiper les changements plutôt que d'y réagir.
Et enfin, la résilience professionnelle nécessite souvent un investissement intentionnel dans la formation et l'éducation avancée. Donc, qu'il s'agisse de formation avancée en continuité des activités, en gestion de crise, en résilience organisationnelle de façon plus large, ces parcours-là approfondissent l'expertise et offrent de nouvelles perspectives professionnelles. Donc, le message clé vraiment de cette diapositive, c'est que la résilience des carrières, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on doit construire activement. Celles et ceux qui investissent dans l'apprentissage, les connexions et le développement de leurs capacités sont beaucoup mieux positionnés pour s'adapter, évoluer et demeurer pertinents. La résilience professionnelle consiste pas seulement à acquérir des nouvelles compétences, elle implique aussi de prendre en main son propre parcours professionnel. Donc, dans un environnement en constante évolution, s'en remettre uniquement à un employeur ou à une description de poste pour façonner sa carrière, ce n'est pas un top choix, je dirais. La prise en charge de sa carrière commence par le développement actif et le transfert des connaissances. Les professionnels résilients ne gardent pas leur expertise pour eux-mêmes. Ils forment les équipes, accompagnent leurs collègues, partagent leurs pratiques. Et ce faisant, ils renforcent non seulement la résilience organisationnelle, mais leur propre valeur et leur propre pertinence. Une autre dimension importante, c'est l'ouverture à différentes façons de travailler. Les perturbations relèvent souvent les limites des processus et des habitudes établies. Les personnes qui expérimentent, remettent en question les hypothèses et adaptent leur manière de travailler sont mieux outillées pour évoluer dans l'incertitude et la complexité. Puis la résilience des carrières, c'est aussi être prêt au changement, même attendu. Tu sais, avoir un plan B, un plan C, un plan D, on est habitué quand même, là, tu sais, mais c'est être professionnel dans notre domaine. C'est ça, faire preuve de professionnalisme. Cela signifie être préparé à des changements de rôle également, à des transformations organisationnelles, à de nouvelles responsabilités, puis avoir la confiance nécessaire pour traverser ces transitions-là. Il y a un aspect moins visible, mais tout aussi critique de la prise en charge de sa carrière, c'est la préparation de la relève. Donc, former quelqu'un pour prendre le relais peut sembler des fois contre-intuitif, mais c'est en réalité un signe de maturité et de résilience. Ça réduit les points de défaillance uniques, ça assure la continuité, puis ça vous positionne pour évoluer plutôt que de stagner. Puis, au final, la prise en charge de la carrière exige un changement de posture. Votre carrière vous appartient, elle n'appartient pas à votre employeur. Cela implique de façonner activement votre identité professionnelle, de développer votre marque personnelle et d'assumer pleinement la valeur que vous apportez à une organisation. Lorsque les professionnels prennent en main leur parcours, le développement des capacités devient un processus partagé. La croissance individuelle renforce les équipes renforcent les organisations, la résilience devient plus durable plutôt que dépendante de quelques personnes clés. Vous voyez, là, comme tout s'imbrique dans tout, puis ça fait du sens. Puis c'est ainsi que la résilience des carrières passe de l'intention à une capacité durable à long terme. Quand on a pensé cet élément-là, pour moi, c'était comme je ne l'avais jamais pensé. Pourtant, à travers ma carrière, je l'ai fait ça, mais sans réfléchir que, OK, je suis en train de bâtir quelque chose qui fait comme du sens pour moi, puis qui à travers les expériences, à travers les études, à travers tout ça, fait comme oh ouais, OK, je me sens comme en confiance dans le rôle que j'ai présentement, puis je me sais un peu où est-ce que je veux m'enligner. Fait que je trouve que c'est souvent un élément qu'on a moins, en fait, parce qu'on est focus dans notre travail, on veut performer, tout ça, mais se réfléchir sur nous, la résilience de notre propre carrière, comment, comme on l'a dit tantôt, développer notre marque personnelle, assumer pleinement la valeur qu'on apporte à l'organisation. Bien, je pense que c'est vraiment intéressant de se poser et de réfléchir à ça. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que quand on parle de prise en charge de la carrière, de développement des capacités, bien, il y a vraiment une question qui revient souvent, mais comment cet effort-là est-il reconnu? Puis comment il se traduit en valeur à long terme? Puis quand on parle de reconnaissance, on peut parler évidemment de rémunération. Mais c'est ici, en fait, qu'on trouve que la certification joue un rôle clé dans la résilience professionnelle. La certification ne consiste pas seulement à ajouter des lettres après son nom. Hein. Moi, j'en ai quand même beaucoup, en plus d'avoir un nom très long. Mais j'ai eu un professeur à l'université, Michel Sédoré, là, pour ceux qui le
connaissent, qui nous avait dit d'aller chercher toutes les certifications qu'on pouvait. Lui, il en avait, là, ça finissait pas, je pense qu'il y avait comme genre 3-4 lignes là, de lettres après son nom, tu sais, puis c'était très impressionnant. Certains n'aiment pas ça du tout, mais moi, j'ai trouvé ça super inspirant, puis j'étais comme, hey, tu sais, oui, allons chercher toutes les certifications qu'on peut, puis écrivons-les, tu sais, parce que ces lettres après ces noms-là, là, ben, elles offrent une reconnaissance externe de l'expertise, alignée sur les bonnes pratiques reconnues, puis sur les normes. Tu sais. Dans un domaine aussi complexe et évolutif que la continuité et la résilience, elle envoie un signal clair de crédibilité, de cohérence et de maturité professionnelle. Fait que voilà mon point de vue sur les lettres après les noms. Ensuite, on voit que dans le rapport du Continuity and Resilience Report, qu'il y a des données qui montrent clairement, en fait, cet impact-là. Les professionnels certifiés bénéficient généralement d'une rémunération plus élevée. Et cette valeur augmente avec le nombre de certifications détenues. Wow, c'est cool ça! Fait que Marie-Hélène, t'es là, je pense, ma boss? Cela reflète non seulement des compétences techniques, mais aussi un engagement envers le développement continu, comme on a parlé tantôt. On observe également que certaines certifications sont systématiquement associées à une valeur accrue sur le marché. Fait qu'il y en a qui sont plus payantes que d'autres. Fait que regardons ça. Hein, c'est un rapport qui est disponible à tous, surtout si vous êtes membre du Business Continuity Institute. Donc, cela renforce en fait un point essentiel. La résilience de carrière se construit lorsque les compétences sont à la fois pertinentes et reconnues par l'écosystème professionnel. Et au-delà de la rémunération, la certification favorise la mobilité et la durabilité des carrières. Elle rend l'expertise transférable entre les organisations, entre les secteurs, entre les différentes régions. Puis en période de perturbation, de réorganisation ou de transition, cette portabilité-là devient un facteur de résilience majeur. Cela dit, évidemment, la certification ne suffit jamais à elle seule. Sa véritable valeur émerge lorsqu'elle est combinée à l'expérience, à l'apprentissage et au jugement professionnel. Les certifications posent les bases, évidemment que c'est leur application concrète dans des contextes réels qui fait toute la différence. Et c'est ici que la résilience des carrières rejoint naturellement la résilience individuelle. La résilience des carrières consiste à rester pertinent dans le temps. La résilience individuelle concerne la capacité, comme personne, à s'adapter, à performer et à se rétablir sur les plans cognitifs, émotionnels et professionnels. Donc, lorsque les individus investissent dans leur développement, font reconnaître leurs compétences et comprennent leurs valeurs sur le marché, ils développent en fait confiance et autonomie. Cette confiance-là soutient directement la résilience individuelle, particulièrement en contexte de pression ou de changement. Autrement dit, des carrières résilientes reposent sur des individus résilients. Et des individus résilients sont mieux outillés pour apprendre, évoluer et exercer un leadership, quelles que soient les perturbations auxquelles ils font face. Et voici notre dernier pilier de notre modèle, c'est-à-dire sur la résilience individuelle, là où tout converge. La résilience individuelle commence par quelque chose de très simple, mais souvent négligé, l'équilibre. Un équilibre sain entre le travail, la vie personnelle et la communauté, ce n'est pas un luxe, hein, c'est une condition essentielle. On le sait, je le sais, tout le monde le sait, mais on le fait souvent pas. Puis en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a un de ces piliers-là qui s'effondre, soit entre le travail, la vie personnelle, la communauté, bien évidemment que les autres sont inévitablement affectés. Les personnes résilientes gèrent leur énergie, pas seulement leur temps. Ça, c'est important là, de connaître ces éléments-là, cette différence-là. Ces personnes-là portent attention à leur santé physique et mentale, car la qualité des décisions, le jugement et la capacité d'adaptation se détériorent rapidement, en fait, sous une fatigue prolongée. Puis un autre élément clé consiste à rester à jour sur le plan technologique. On en a parlé un peu plus haut, là, mais les individus résilients comprennent les outils qu'ils utilisent, leurs limites, puis savent quoi faire quand ces outils ne fonctionnent plus. Ils ont pensé, ils ont testé des plans B, des plans C, des plans D. Et un autre élément, c'est la résilience financière qui joue un rôle important. Protéger ses finances personnelles et familiales permet de réduire le stress et de préserver sa capacité de décision en situation de perturbation. L'insécurité financière amplifie les impacts des crises,
tant sur le plan professionnel que personnel. C'est intéressant, ça, de le rajouter dans la dimension. On le sait, mais de prendre le temps d'y réfléchir puis de le voir comme dans un élément plus grand, ça peut être vraiment intéressant. Puis, la résilience individuelle repose vraiment sur une posture proactive plutôt que réactive. C'est l'habitude d'anticiper, de préparer le terrain à l'avance et d'éviter la gestion de crise de dernière minute le plus possible. Au fond, la résilience individuelle, c'est une question de durabilité, la capacité de performer, de s'adapter, de se rétablir dans le temps, puis pas seulement lors d'une crise ponctuelle. Fait que là, tu sais, on a revu le terme résilience à travers les 5, puis tu sais, on enligne toujours un peu la même chose là, pour que ça rentre bien, puis qu'on puisse mettre ça en pratique aussi. L'un des principes de résilience les plus puissants et souvent les sous-estimés, en fait, c'est appliquer à la maison ce qu'on prône au travail, là, donner l'exemple. Puis en fait, c'est de prendre l'exemple qu'on fait au travail puis de l'amener à la maison. Là. Si les concepts de continuité des activités restent confinés au milieu professionnel, ben, ils demeurent abstraits pour la résilience individuelle. Mais quand on l'applique à titre personnel, ben, ça devient concret. Des simples habitudes de préparation font une réelle différence. Avoir des sources d'alimentation, de secours à la maison, des batteries externes, des moyens de communication alternatifs, la fameuse trousse 72 heures. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est important en tout cas d'en avoir une partie ou de savoir où est-ce qu'ils sont les différents éléments. Ce pas des mesures extrêmes, là. On n'est pas en train d'avoir un bunker ou, c'est juste des expressions pratiques de la résilience qui peuvent faire une différence quand on vit des enjeux personnels. Lorsque les individus développent des réflexes de continuité personnelle, bien, ils ramènent évidemment cet état d'esprit-là au travail. Des personnes préparées prennent des décisions plus calmes, communiquent mieux et soutiennent davantage les autres sous pression. La préparation individuelle renforce la résilience collective. La résilience individuelle, ce n'est pas un effort ponctuel, c'est une pratique qui s'inscrit dans la durée. Les personnes résilientes n'attendent pas qu'une perturbation les force à changer. Elles anticipent, elles s'adaptent, elles investissent tôt dans leurs compétences, dans leur santé, dans leur préparation, dans leur posture. Elles comprennent que la résilience est cumulative. Des petites actions cohérentes, répétées dans le temps, ont beaucoup plus d'impact que des réactions spectaculaires en pleine crise. Cette posture-là crée de la confiance et du pouvoir d'agir. Lorsqu'une personne se sent préparée, elle est plus encline à prendre ses responsabilités, à soutenir les autres, à exercer un leadership, indépendamment de son titre. Puis cela va nous ramener à l'essentiel, en fait. Les organisations, les leaders, les équipes, les carrières ne peuvent pas être résilients, sauf si les individus qui les composent le sont aussi. Donc, les individus doivent être préparés, soutenus, durables. La résilience commence par les personnes et elle se construit bien avant d'être mise à l'épreuve. Donc, voilà pour les 5 piliers de la résilience qu'on voulait vous offrir après la réflexion avec Alice et suivi de son expérience également. Ici, on a mis une diapositive avec les différentes références qu'on a vues dans la présentation. Donc, n'hésitez pas à aller les utiliser si vous voulez. Puis là, je vais laisser. Est-ce que Diana, ton micro, ça fonctionne? J'espère que oui. Oui, ça marche. Bon. Ça marche, donc je te laisse la parole là, pour la suite. Parfait, merci. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment super. Je pense que ça fait penser vraiment. C'est des superbes conseils pour vraiment même ceux qui sont nouveaux dans l'industrie et ceux qui ont beaucoup d'expérience. C'est sûr que ça évolue avec le temps et tout ça. Alors, je vais prendre quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Alors, vous pouvez ou lever votre main ou les mettre direct dans le chat. Comme on disait tantôt, là, la présentation puis l'enregistrement va être disponible aussi sur notre site Internet. Vous allez recevoir un courriel à cet effet dans les prochains jours. Mais j'en vois pas ici, mais moi, ça m'a fait penser justement quand on parlait d'évolution et tout ça, les individus, si l'individu n'est pas préparé, c'est sûr que ça a un effet sur les autres piliers, là, c'est sûr. C'est tout en global. Alors, est-ce que tu aurais
Qu'est-ce que tu penserais comment les professionnels pourraient renforcer leur crédibilité, disons, en période d'incertitude? Alors, on sait que le monde autour de nous change très, très vite, des fois à des vitesses que même si on planifie de se préparer, c'est difficile. Oui. Ben, tu sais, l'idée, je pense vraiment, c'est d'y aller. Tu sais, c'est de ne pas oser. En fait, c'est de ne pas avoir peur de prendre la parole, de proposer des initiatives. C'est sûr que s'il arrive de quoi, puis on se cache dans le coin, puis on veut pas, on y va pas, ben on n'est peut-être pas à la bonne place, premièrement, là. C'est sûr qu'il y a des fois, je sais que dans certaines organisations, il arrive de quoi, puis les gens de continuité, par exemple, ne sont même pas au courant. Fait que ça, c'est sûr que c'est triste. Puis ce qu'on souhaite, c'est justement en travaillant en amont, en créant des relations avec les autres équipes, en faisant des simulations, puis tout ça, bien, ça nous permet d'être connus, puis de faire comme « Hey, je vais l'appeler la gang de continuité, je sais qu'ils vont pouvoir nous aider. » Puis là, une fois qu'on est appelé, bien, c'est de dire « Oui, on y va, on essaye des affaires, on a tel élément, on va voir si ça fonctionne, on peut peut-être aller voir qu'est-ce que d'autres ont fait dans d'autres situations comme ça. » Mais c'est vraiment de se mettre out there, là, puis de lever la main, d'essayer des affaires. Parfait, Est-ce que tu merci. voudrais rajouter, toi, des choses? Non, mais c'est des bons points. C'est justement, tu sais, le monde, à chaque jour, on regarde les nouvelles, puis même si on essaie de penser à qu'est-ce qui va se passer demain, il y a toujours des surprises, puis des nouvelles, des nouveaux événements que peut-être on n'est pas familier. Puis justement, tu sais, comme tu disais, il faut continuer avec notre éducation, il faut continuer avec tu sais, discuter entre notre communauté, tout ça pour bâtir vraiment ces relations-là et cet apprentissage-là, justement, là. Ça nous aide à, justement, si on est des partenaires qui peuvent nous aider à travers le temps, c'est très important. Alors, non, merci pour ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je pense pas, mais dans tous les cas, je pense que c'est correct si on finit un peu plus tôt, que tout le monde est évidemment bien occupé. Mais là, on avait merci pour tous les petits mots. C'est gentil. Merci d'être présent. C'est le fun de voir que notre communauté au Québec, je ne sais pas s'il y a des gens de France qui sont présents. On avait fait une petite promotion là, dans notre nouveau réseau en français en Europe francophone. Mais en tout cas, merci aux gens d'être présents, de venir à nos webinaires perspectives. Ça nous fait plaisir de prendre le temps de réfléchir à ces éléments-là qui sont importants pour nous, puis de venir vous présenter un peu les différents éléments, puis les visions un peu de Premier Continuum et de son équipe là, pour en espérant vous inspirer. Puis là, on a quelques petites diapositives de fin. Diana, je te laisse. Diana, en plus, je ne l'ai même pas présentée parce que dans le fond, ça ne marchait pas au début, mais conseillère principale chez Premier Continuum là, depuis un petit bout de temps avec nous. Puis ça nous fait plaisir qu'elle soit impliquée dans les webinaires en français et en anglais là, aussi pour Diana. Fait que je te laisse avec les diapositives de fin. Parfait, merci. Ben, bonjour à tous. Oui, ben, c'est ça justement. Si c'est super le thème d'aujourd'hui, vraiment, si ça vous a donné envie de renforcer justement vos compétences ou celles de vos équipes, comme qu'on a discuté, ben je vous invite à découvrir plusieurs de nos cours là, pour le Business Continuity Institute et I-Core. Alors, le cours de certification CVCI, c'est le cours de fondation de base là, pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine. Alors, très recommandé. À part de ça, on a plusieurs autres cours à vous recommander pour l'animation des exercices, gestion de crise et incidents, le BIA, communication de crise et tout ça. Alors, on vous invite à nous contacter si jamais ça vous intéresse. On donne des cours en ligne ou en présentiel, en groupe ou en privé. Alors, merci encore tout le monde d'avoir participé à la session d'aujourd'hui. Puis on espère que le sujet vous a été intéressant, puis que ça vous a inspiré dans votre carrière et vos équipes et votre organisation. Alors, merci encore à tous et merci encore à Marie-Hélène, bien sûr, pour avoir partagé tes connaissances avec nous aujourd'hui.
Alors, sur ce, merci. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.